Cash Coach. Les coachs qui parlent cash. Bienvenue dans ce nouvel épisode Cash Coach, les coachs qui parlent cash. Aujourd'hui, on va balayer les problématiques des entreprises artisanales du bâtiment. Donc que vous soyez artisan en micro, que vous soyez gérant d'une SARL avec des collaborateurs. Et on va balayer les problématiques en essayant de vous apporter des clés. Et pour ça, je suis avec deux spécialistes du bâtiment, donc Geoffrey et Laurine, qui sont des coachs labellisés au débit nouvellement et qui auront donc de l'expérience dans ce monde-là. Peut-être déjà commencer par vous présenter rapidement votre expérience, votre parcours dans ce monde-là. Et puis on va voir les différentes problématiques entre vous. Allez. Laurine, donc chef d'entreprise dans le monde du BTP. J'ai eu une entreprise dans le monde de l'accessibilité, donc tout ce qui était ascenseur, élévateur, plateforme élévatrice, chaise monte-escalier. Entreprise que j'avais en co-gérance avec mon frère. On était d'abord spécialisé sur tout ce qui était ascenseur, installation d'ascenseur en sous-traitance et modernisation d'ascenseur. Et on s'est ensuite développé sur la partie accessibilité. Voilà, donc j'ai été à la tête de cette entreprise pendant plus de 13 ans. Et ensuite, j'ai fait un virage professionnel sur 2023 où j'ai décidé d'arrêter la direction de cette entreprise. On avait vendu l'entreprise en 2021. Ok. Et voilà, pour me lancer dans une autre aventure. 2 ans de passation. 2 ans de passation où j'ai fini de structurer l'entreprise pour ne plus être indispensable et la rendre 100% autonome. Ok, très bien. Pour avoir une idée de la taille de l'entreprise, c'était comment ça se mesure en chiffre d'affaires, en nombre de collaborateurs? En chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui fait à peu près 1 300 000 euros. On est monté jusqu'à 10 collaborateurs. Voilà, quand je suis parti, on avait arrêté une partie sous-traitance, donc finalement on devenait encore un peu plus libre. Donc on avait une équipe en moins, mais on était 8. Ouais, on était 8 à travailler. Ok, d'accord. Donc 2023, et puis après un parcours formation, on en reparlera après, qui t'amène à aujourd'hui être avec nous et à parler aux artisans, au monde artisanal des bâtiments. Ok, Geoffrey, à toi. Et ben moi je suis donc électricien, je suis toujours en activité, j'ai une entreprise d'électricité et je suis issu du bâtiment, enfin moi ça fait 15 ans que je travaille sur les chantiers. Et j'ai monté mon entreprise actuelle en 2018. Avant ça, j'avais déjà monté une boîte, enfin j'ai vu l'auto-entreprise, mais ça m'avait permis de me faire la main un petit peu, d'avoir quelques clients en parallèle de mon activité salariée. Et voilà, c'est depuis 2018 que j'ai vraiment attaqué, je me suis lancé à mon compte. Et donc aujourd'hui, bah voilà, j'ai toujours l'entreprise d'électricité, puis le coaching à côté. Je fais les deux en rabais. Ok, super. Et toi aussi, donc après un parcours chez Odeby, coach labellisé. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai rencontré un coach labellisé qui m'a déjà aidé dans mon parcours à moi. Parce que, le constat, c'est que ouais, à l'école, j'ai appris mon métier d'électricien. Je n'ai pas appris à gérer une entreprise. J'ai rapidement compris que ça allait être compliqué. Et c'est grâce à la Capelle avec qui je bossais un petit peu à ce moment-là, qui m'ont demandé en quoi ils pouvaient m'aider. Et j'aurais partagé mes problématiques de gestion. Et ils m'ont aiguillé en m'envoyant vers un coach. Et donc, j'ai rencontré un coach labellisé ODI qui m'a beaucoup aidé. Et donc, je suis passé à peu près de 70 heures de production pour finalement avoir du mal à me sortir un salaire correct. Ouais. À travailler beaucoup moins, à quitter. En plus, en parallèle, j'avais voilà, avec ma femme, on a eu un premier enfant, etc. Donc, la vie de famille, enfin, là, tout était compliqué pour moi à ce moment-là. Et donc, j'ai récupéré du temps pour moi, pour ma famille. Et finalement, sans rien toucher à mes revenus, pouvoir les augmenter. Donc voilà. Ouais, parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vrai que dans le monde artisanal, on apprend le métier, la technique, comment faire, c'est normal pour pouvoir produire, c'est la base. Par contre, ce qu'on n'apprend pas, c'est comment gérer une boîte, comment s'organiser, comment planifier. Ah ouais, c'est ça. Puis même, enfin, pour moi, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de mes confrères, hein, on se lance dans l'artisanat en se disant on va être libre et on va pouvoir vivre de notre activité, etc.
ce qui est vrai, mais on n'a pas conscience de la charge que ça représente de gérer une entreprise, surtout quand on part de zéro et qu'on ne connaît rien. Et donc au début, la paperasse, c'est impossible, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas quoi faire avec ça. Même vendre, enfin, on ne sait pas vendre. Je me rappelle, moi, dans les débuts, je rentrais chez le client, à peine je lui disais bonjour, j'allais faire mon boulot. Je n'avais pas du tout d'aspect commercial, j'étais vraiment très technicien. Et donc tout ça, il a fallu l'apprendre, quoi. Ouais, c'est une problématique qu'on rencontre souvent sur le terrain, c'est d'être débordé, et puis finalement, après, ou tu fais pas et tu cours à la catastrophe, ou alors tu sais pas faire et tu passes tes soirées à faire les devis, à faire les papiers, l'administratif. Ouais, puis souvent on essaye de compenser par ce sur quoi on est bon, donc la Ouais, production. c'est ça. Mais en fait, on s'épuise parce qu'on passe énormément de temps sur les chantiers pour finalement pas avoir de retour. Et donc, il y a un côté frustrant. Et puis en plus, ouais, il y a quelque chose, on se dit, c'est pas logique. Je travaille bien, je sais que je travaille bien, et pour autant, je vis pas correctement mon activité. Donc, ouais, il y a quelque chose qui sonne faux, quoi. Ouais. Donc toi, tu es tout seul dans ton activité ou tu as... Je suis monté, j'ai eu un salarié. D'accord. Voilà, mais je suis resté toujours. Ok. Tu constatais les mêmes choses à ton niveau? Ouais, sous un angle différent. Mhm. Disons que moi, me concernant personnellement, alors j'ai toujours voulu être chef d'entreprise, j'ai toujours voulu créer et entreprendre, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 23 ans. Donc cette partie organisation et pilotage de l'entreprise, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc moi, finalement, je suis arrivé d'abord avec cet outil-là, plutôt que l'outil terrain, et j'ai appris le métier du BTP. Donc j'ai appris à installer des ascenseurs sur le terrain, et c'est mon frère qui m'a appris tout ça, parce que lui était électricien de formation, lui il était dans ce métier. Donc j'ai d'abord eu les outils de pilotage, et ensuite j'ai appris le métier. Par contre, ma vision, c'est que dans l'exercice de ce métier-là, j'ai travaillé avec plein d'autres artisans, donc en collaboration sur les chantiers, avec des réunions chantiers, avec des architectes, des maîtres d'œuvre. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je les voyais courir partout. Je voyais qu'il y avait une grosse désorganisation parce que forcément, ils ne faisaient pas ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Donc moi, ça pouvait me mettre aussi, on va dire, ça me plantait mon planning. Et je me rendais bien compte qu'ils étaient complètement désorganisés. Et quand j'ai fait des maîtrises d'œuvre de mes bâtiments, donc parce qu'on a eu plusieurs bâtiments, et que je discutais avec les artisans qui étaient des copains quand même à un moment donné, parce qu'on était quand même assez proches d'eux, et la question c'est salut, ça va? Ouais, ça va. Et la question qui revient souvent, c'est et le boulot, ça va? Ouais, on est débordé. Ok, t'es débordé, donc t'es débordé de travail, ça c'est ce que tu me dis. Je te vois courir partout, effectivement, tu tiens pas tes délais, c'est ce que je constate. Mais quand on creuse un peu plus après et qu'on discute et du coup comment ça se porte finalement l'activité, quand on commence à arriver sur le côté financier, on s'en sort pas, quoi. C'est chaud. C'est compliqué d'embaucher. Finalement, à la fin de l'année, j'ai eu le bilan comptable. Je me rends compte qu'en fait, on a bossé comme des cons cette année. On n'a pas fait une thune. Là, je dis, il y a une grosse incohérence, c'est pas possible. Je dis, comment ces mecs-là, qui bossent 70-80 heures par semaine, ils bossent plus que moi. Moi, je me serais même pas vu faire 80 heures semaine, quoi. Déjà, quand je faisais mes 45 ou 50 heures, je trouvais que c'était énorme. Je dis, comment ces mecs qui bossent finalement beaucoup plus que moi, gagnent moins que moi? Il y a un problème. Il y a une vraie problématique. Et c'est ça qui m'a finalement, à un moment donné, je dis, mais c'est pas possible de rester dans cette situation-là. Il faut faire quelque chose. Ouais, en fait, ce que vous êtes en train de dire tous les deux, c'est comme si le professionnel du bâtiment, au final, se réfugiait dans le boulot, dans le taf, parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux, au détriment finalement d'une nouvelle organisation, de quelque chose qui pourrait être plus utile pour lui, qui pourrait lui permettre de moins taffer,
de gagner plus d'argent, parce que c'est un peu ça aussi dans le métier qu'on voit, hein, c'est que c'est assez rare de voir un artisan qui n'a pas de taf. Plutôt, hein, ça existe, hein, mais par contre, les artisans qui passent leur vie au taf et qui gagnent pas leur vie complètement ou à hauteur, certains ont la chance de gagner bien leur vie, mais ils sont tous complètement débordés, en fait. C'est en tout cas le constat que je fais à travers ce que vous dites. Voilà. Bah, ils sont débordés et finalement, la désorganisation, ils subissent la désorganisation d'un planning au quotidien. Ouais. Un client qui appelle pour un dépannage, un autre client qui met la pression parce qu'ils sont en retard. Et en fait, ça vient en cascade, c'est-à-dire que plus je réponds à ces sollicitations de clients qui me mettent la pression, plus je me mets dans la merde sur mon planning, et plus je me retrouve dans une situation où j'attaque plusieurs chantiers à la fois, où finalement, j'ai tellement de retard et tellement de pression que je finis par plus répondre à mes clients, ça les énerve, et en fait, et tout ça, ça fait monter une tension, et la seule issue que je vois, quand on se dit la seule issue que je vois, c'est l'artisan qui se dit ça, quoi. C'est la seule issue que je vois, c'est qu'il va falloir que je travaille encore plus dur, quoi. C'est qu'il va falloir que j'aille taffer ce week-end parce que il faut que je rattrape mon retard. Mais comment ça se fait que l'artisan se dise ça? Je pense pas, pour ma part, hein, c'est vraiment un problème de prise de recul. C'est-à-dire quand tu es déjà en train de travailler beaucoup trop, tu n'as pas la capacité. En fait, prendre une journée ou une demi-journée pour dire je vais poser les problèmes et je vais essayer de les analyser, ça paraît impossible. On n'a déjà pas le temps. On est en train d'éteindre le feu de partout. Donc du coup, par facilité, on va là où on connaît et donc on va produire, quoi. Donc ce que tu dis, c'est-à-dire que la relation client qui s'est mal passée et qui nous a fait perdre une demi-journée, on va juste aller bosser le samedi matin pour rattraper la demi-journée. Et en fait, à aucun moment, on se dit, je vais le poser, je vais regarder les problèmes et je vais essayer de les régler. Mais surtout que ça paraît une montagne parce que, par exemple, tu disais l'aspect commercial, si tu n'as jamais travaillé là-dessus, tu pars de zéro, tu ne sais pas comment faire. Quelque part, c'est plus simple de se dire, je vais bosser le samedi matin et tu fais ce que tu as à faire le samedi matin. Mais à la longue, tu t'épuises parce que tu fais beaucoup trop d'heures. À la maison, c'est compliqué parce que du coup, tu es irritable dès que tu rentres. Voilà. Et moi, je vois que j'ai rencontré les coach qui m'a accompagné là-dessus. C'est la première chose qu'il m'a dit, c'est ça, c'est dans ton planning, on va poser une journée, une demi-journée pour juste se poser, voir les problèmes et les analyser. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que les outils de gestion, oui, il faut les apprendre, mais une fois que tu les as, c'est pas si compliqué. Et par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un racaboche et qui fait que à un moment donné, tu veux pas voir la vérité en face. Tu veux pas voir les problèmes. Quand tu travailles 70 heures par semaine et que tu te dis qu'en fait, le problème, il vient de ta gestion, il y a quelque chose d'assez douloureux. Ouais. C'était pas une forme aussi d'ego ou quelque chose de très masculin? Ouais, il y a quelque chose qui est important. C'est ça, le nom du BTP, ouais. C'est aussi que... dans le monde du BTP, en fait, quand je pense, il joue énormément, c'est que quand tu as pris du retard et que tu as plein de chantiers à avancer et que tu as la pression et donc tu as la tête dans le guidon et qu'en plus de ça fonctionne pas, c'est-à-dire que tu gagnes pas ce que tu l'aurais gagné finalement par rapport à l'énergie dépensée. Il y a une espèce de pression qui est en gros si tu vas pas au boulot, si tu te lèves pas le matin, si tu te lèves pas tôt le matin et que tu rentres pas tard le soir, t'es un feignant, quoi. Et ça met la pression et j'avoue que moi à mon niveau, alors que j'étais organisé et que du coup j'arrivais à ne pas être obligé de travailler 70 heures semaine et que je voyais ces gars qui bossaient 70 heures semaine et qui bossaient même plus, quoi, et ça me mettait inconsciemment, mais ça me mettait la pression, quoi. Et il y a des fois où je me dis, mais en fait, est-ce que c'est moi le feignant, est-ce que c'est moi le branleur, comme ça se dit vraiment hein, dans ce monde-là, c'est ça, c'est celui qui en gros le vendredi après-midi va pas bosser, c'est un branleur. Et si sa boîte elle va pas bien, c'est parce que c'est un branleur. Et je pense que là on est dans une, pour moi c'est quelque chose c'est une croyance, ils y croient très fort, quoi, hein. On croit très fort que du coup si je vais pas bosser vendredi après-midi parce que j'ai fini mes chantiers plus tôt
les autres vont me traiter de branleur, et j'ai pas envie du tout d'être dans cette situation-là. Donc, eh ben, c'est un peu là pour ça, celui qui fait le plus d'heures. C'est un peu ça en fait, c'est le concours de celui qui va faire le plus d'heures. Mais t'as beau faire plus d'heures, si t'es pas organisé et que tu sais pas mettre l'énergie au bon endroit, et que tu t'occupes pas des choses importantes, mais que tu traites uniquement les choses plus urgentes, tu vas dans le mur, c'est tout quoi. Et tu vas avoir du mal à t'en sortir. Et la plupart du temps, moi ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu commences à être sur une spirale comme ça, où finalement t'as l'impression de te faire aspirer par un courant vers le bas, ce qu'on fait tous, et moi le premier, le réflexe que tu as quand tu es en train de nager et que tu as un courant qui tire vers le bas, c'est de te débattre pour essayer de remonter à la surface. Donc tu te débats, tu bouges dans tous les sens, tu t'agites, mais tu fais pas ce qu'il faut. Et en fait, à un moment donné, il faut juste, alors que je dis juste, c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais il faut avoir le courage de prendre le temps de se laisser aspirer par le courant pour regarder un peu comment ça se passe autour, finalement sur quoi je vais devoir agir. Et finalement, en fait, peut-être que ce courant-là, qui me tirait vers le bas, si je l'utilise bien, plutôt que d'aller à l'inverse, si je l'utilise bien, peut-être qu'en fait, il ressort à un autre endroit et puis je vais remonter beaucoup plus rapidement. Ah, mais comme tu dis, c'est peut-être. C'est difficile de se laisser aspirer quand tu sais pas où tu vas, alors qu'en fait, tu sais que en taffant, alors même si ça fait des schémas répétitifs et que tu vois que tu n'en sors pas, c'est peut-être ta seule bouée en fait de sauvetage, parce que au moins ça c'est concret, c'est sûr, c'est ce que tu sais faire, et c'est difficile d'aller vers quelque chose qui pourrait être ta sortie, là où t'as pas la compétence quoi. Ouais, et puis on te fait croire que c'est la vérité, parce qu'en fait, quand quelqu'un réussit, on va dire, ouais, mais il a beaucoup travaillé. Ouais, mais je pense qu'on mélange tout, c'est-à-dire qu'à un moment on pense que travailler c'est produire, c'est-à-dire oui, taper dedans sur le chantier, c'est ça. Mais en fait, prendre du recul et analyser ces chiffres, c'est aussi travailler. Mais c'est l'autre sorte de pareil, et c'est vrai que dans la croyance dans le mot du bâtiment, bah, c'est vrai que quand je raconte que je passe une journée par semaine chez moi à regarder mes chiffres, bah ouais, c'est la question de mon heure, je peux les avoir entendus, quoi. Et il y a ce côté-là, alors que finalement, bah ouais, maintenant peut-être que je bosse production pour 4 jours, mais sur les 4 jours de production, je gagne mieux que ce que je gagnais en 5 jours et demi, 6 jours. Bien. Donc, Oui, parce qu'on va te dire, ouais, mais la journée que tu passes, du coup, tu produis pas, mais tu rentres pas de chiffre d'affaires. ah oui, c'est vrai, il n'est pas payé. Mais par contre, derrière, bah, ne serait-ce que l'idée d'avoir à analyser ces chantiers, de savoir sur quel marché aller, plutôt que là, dans les premiers constats que j'ai faits, c'était de voir ça, c'était de me dire, en fait, je travaille sur des chantiers où je perds de l'argent. Donc, je travaille énormément sur ces chantiers pour à la fin, finalement, c'est comme si je faisais un chèque au client. Bon, bah, ça, il faut tout de suite arrêter, quoi. C'est pas... Mon entreprise n'est pas structurée pour répondre à ce genre de marché. Mais tant que j'ai pas pris au recul et que j'ai pas analysé ça, mais je ne sais pas. Donc, je continue à combler du vide en travaillant plus pour essayer de rendre un marché qui n'est de toute façon pas rentable, essayer de le rendre un minimum rentable. Mais à quel prix, quoi? Exactement. De toute façon, quand tu fais des heures à ne plus en pouvoir et que tu gagnes pas suffisamment à la hauteur, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que, ok, peut-être que tu y vas, mais tu factures pas toutes les heures, et peut-être même qu'il y a un autre problème interne. Et là, effectivement, si tu n'oses pas et que tu ne regardes pas en interne, que tu décortiques pas les process, en tout cas ton process, enfin moi, je me rappelle un de mes premiers clients, plus il faisait de chiffre d'affaires, plus ils perdaient l'argent. Donc, effectivement, leur truc, c'était quoi? C'était de dire, bah, on travaille pas assez, les mecs, ils vont pas assez vite. C'était quoi d'autre? Les trucs qui se disaient, c'était, oui, bah, le chef de chantier, il est pas à la hauteur, il sait pas manager ses gars, ils sont désorganisés, blablabla, etc. Ça, c'était la direction qui disait ça, parce que c'était une boîte de 15 à 20 personnes. Et puis, en fait, bon, moi j'arrive un peu parce que ben, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'ils sont. Plus ils font de chiffres, plus l'écart se creuse. Bon, on a fait plein de trucs, mais une des choses qui a permis de mettre à jour, c'était cette fameuse nomenclature, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une erreur dans le logiciel
sur le prix au mètre carré en fonction de la toiture qui était faite. Donc, en gros, faire une toiture en ardoise, c'est pas la même chose que de faire des toitures classiques ou je sais pas quoi. Et du coup, le prix au mètre carré, c'est pas le même parce que le temps, c'est pas le même. Donc, du coup, quand tu dis, OK, toi en ardoise, c'est 3 jours pour faire 100 mètres carrés, et qu'en fait, les mecs, ils passent 5 jours, la direction se dit, ils bossent pas assez, ils finissent à 4 heures, ils devraient bosser jusqu'à 7 heures. Exactement ce que tu disais, alors qu'en fait, l'erreur, elle est en amont, quoi. Et donc ça, après, si tu sais pas calculer ton ratio de rentabilité, ta marge, etc., ça va être un problème. C'est-à-dire, plus tu vas taffer, plus tu vas perdre d'argent. Je sais pas si... Ouais, t'as ça. Et alors là, en plus, tu touches aussi à un autre problème, c'est un problème de communication entre le terrain et la direction. C'est que moi aussi, ça m'est arrivé de faire l'erreur de faire un chiffrage sur un chantier et de pas chiffrer le bon nombre de jours de travail qu'il fallait. En fait, l'erreur, après coup, je me rends compte que l'erreur, c'est de ne pas avoir discuté avec mes techniciens qui allaient devoir réaliser le chantier, de ne pas leur avoir passé ne serait-ce qu'un coup de fil en leur disant, voilà, j'ai tel chantier, c'est un chantier un peu différent d'habitude, j'ai prévu tant de jours de travail, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, la solution, c'était là. Et à partir de là, on a pu, si tu veux, rentrer dans ce mode de communication. Et à partir de là, j'ai arrêté de faire mes chiffrages. En tout cas, tout ce qui était nouveau chiffrage, nouveau chantier, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Je passais un coup de fil à mon responsable travaux qui bossait sur le chantier pour qu'on dise, OK, moi j'ai pensé qu'on allait mettre tant de temps, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, l'idée, c'était finalement d'avoir... Tant pis, si on se plantait, mais au moins, on avait mis toutes les bonnes astuces pour que ça aille dans le bon sens, quoi. Oui. Ouais. Et on avait communiqué. Et du coup, il n'y a pas non plus... Du coup, il y a plus cet écart entre le chantier et la direction. Et tu viens aussi faire sauter la tension qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire que... comme tu dis, c'est les gars qui avancent pas assez vite. Ouais. Donc ça, c'est ce que se dit la direction. Et ce que se dit le gars qui est sur le chantier, c'est la direction, il commence à nous casser les pieds là, parce qu'en fait, ils nous mettent la pression, ils nous vendent des trucs, ils savent pas ce qu'ils chiffrent. Donc en fait, là, tu commences à avoir une cloison qui se pose entre les deux, il n'y a plus de communication. Et ça, c'est ce que je pouvais voir dans les grosses boutiques, celles qui avaient grossi, où il y avait vraiment, finalement, pas de lien, pas de cohésion entre le service commercial, le service travaux, les techniciens de maintenance. Et c'est là où, en fait, tu sentais qu'il y avait une ambiance qui était en train de pourrir, quoi. Ouais. C'est clair. Ouais. Puis bon, quand tu rates des jours de production que t'as mal chiffré, un jour, 2 jours, ça va, mais quand tu te plantes une semaine, pour rattraper ça après en production, c'est juste énorme, quoi. Surtout, en plus, si t'es 2 ou 3. C'est-à-dire, t'as pas les capacités de te démultiplier, et à un moment donné, tu vends des heures, quoi. En main-d'œuvre, en artisanat, donc... Ouais, puis tu perds sur 2 tableaux. Tu as perdu de l'argent sur ton chantier parce que tu as passé plus de temps à faire ce chantier que ce que tu avais chiffré. Et en plus de ça, tu viens de bouffer une semaine sur ton planning de production où du coup, tu n'as pas pu produire le prochain chantier que tu voulais produire. Exactement. Donc, c'est double punition. À double punition. C'est clair. Ouais. Bon. Ok. Qu'est-ce que vous voyez d'autre aussi comme problématique que vous avez pu rencontrer ou que vous avez pu voir en dehors de tout ça? Moi, je dirais, pour avoir beaucoup travaillé seul, il y a le côté isolement, en fait. C'est un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, petit à petit, tu te rapproches d'autres artisans et tu discutes sur tes problématiques, sur les problématiques des autres, mais en attendant, tes problématiques, ça reste tes problématiques. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un peu pesant. Hein. Quand tu es artisan, ou chef d'entreprise, je pense que même quand tu as plus de salariés, au final, quand tu es seul à la tête de ton entreprise, ça aussi, on n'y est pas forcément préparé. C'est-à-dire que quand tu te lances, tu dis je vais être libre, etc. Mais tu te rends pas forcément compte qu'à un moment donné, les décisions, c'est toi qui vas devoir les prendre. La réalité de il faut embaucher, il faut licencier, etc. Tout ça, ça t'incombe. Et tu es seul finalement face à tout ça, quoi. Bon, après, je fais, mais
Mais en tout cas, voilà, ça c'est un des sujets qui m'a quand même un peu poussé, quoi, à mon expérience. Ouais. Ok, donc là on vient de parler quand même pas mal technique. Ouais. Chantier, les heures, bien calibré. Tu as commencé à parler de communication. Bon, c'est vrai qu'à l'école, quand tu apprends le métier, tu n'apprends pas forcément tout ça, ou c'est peut-être pas forcément ce qui te passionne, donc tu n'y vas pas. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que l'artisan, à un moment donné, alors qu'il répète et qu'il voit qu'il est dans ce travers, il y a quand même beaucoup d'organisations en place dans le monde du bâtiment pour accompagner le monde, les professionnels. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, le professionnel ne se met pas à distance de son problème, ne prend pas ce recul dont tu parlais. Qu'est-ce qui fait ça dans le monde artisanal et qui les empêche finalement de voir autre chose? Vous pensez? Là, je pense qu'il y a une grosse part d'ego. Tu vois, je vois, moi, le premier constat que je fais, c'est ce que je disais moi, c'est je suis brouillon. Je suis brouillon dans ma gestion, etc. Mais dans mes canons, il fallait voir mon canon. Hein. Et je comprenais pas forcément qu'elle m'arrêtait pas de me dire, tu vas gagner du temps si tu ranges les affaires, si tu es un peu plus carré, etc. Ouais, mais en attendant, je changeais rien. Et en fait, c'est en commençant à bosser sur moi et ma vision des choses que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'avais un intérêt à être brouillon. Ça fait quand je suis brouillon, bah, du coup, je suis pas factuel. Et quand je suis pas factuel, bah, finalement, s'il y a des problèmes, je peux faire comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les autres. Alors que quand tu commences à poser les choses de manière carrée sur papier, et ben là, le problème, c'est pas, quoi. Il reste plus que ça. Et là, bon, il y a quelque chose d'assez désagréable. Mais bon, en attendant, c'est à partir de ce moment-là que tu peux mettre en place les décisions et les choix qui vont changer finalement l'orientation de ton entreprise et de ta gestion, quoi. Mais c'est vrai, quoi, il y a une grosse part d'ego et surtout, je pense que dans le bâtiment, il est assez fort, quand même. Pour Ouais. beaucoup, là. Ouais, l'ego est assez fort. Et en plus de ça, donc effectivement, c'est une salle. Te dire que t'es pas organisé, que tu y arrives pas, c'est déjà compliqué. Mais alors, de là à faire le pas et dire j'ai besoin d'aide, Ouais. c'est énorme. C'est-à-dire que là, il faut prendre sur soi, quoi. Enfin, ça demande énormément de se dire, parce qu'en gros, aller demander de l'aide à l'extérieur, aujourd'hui, l'artisan, il se dit, ben non, si je demande de l'aide, c'est que je suis faible, quoi. Donc, c'est l'image qui va ressortir, quoi. C'est un aveu de faiblesse. Voilà. Quoi. Même si inconsciemment, même si au fond de lui, il sait très bien qu'il a besoin d'aide, qu'il demande, il va quand même essayer de se débrouiller tout seul. Et du coup, la plupart du temps, sa façon de se débrouiller tout seul, c'est de faire ce qu'il sait faire et donc d'aller bosser et de continuer à faire des heures. Mais c'est là où potentiellement il va s'agiter, mais à aucun moment il va réellement s'appuyer sur potentiellement son réseau. Peut-être demander de l'aide, des fois, c'est juste passer un coup de fil à son confrère qui, lui, fonctionne bien. Ben ouais, mais en fait, qu'est-ce que tu as mis en place qui fait que t'as pas la problématique à tel endroit, quoi. C'est poser la bonne question des fois à son comptable, parce qu'on dit toujours le comptable, il prend le chèque et puis il te donne le bilan et puis c'est tout. Oui, mais si tu le sollicites pas, en fait, c'est aussi ta part de responsabilité là, tu vois. Donc, on peut dire que tout est la faute des autres, mais si à aucun moment, toi en tant qu'artisan, tu fais le pas, et ben, en fait, tu fais pas ta part du job, quoi. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un monde. Alors, il y a d'autres mondes aussi, comme le cas de la restauration, peut-être dans lequel on est. C'est un monde où on regarde beaucoup à la fois sur l'État, sur les autres corps de métier. Il m'empêche j'y arrive pas parce que si, parce que là. C'est assez présent quand même. La crise, l'inflation, la crise dans le bâtiment, il n'y a plus de boulot. Enfin, ouais, ça va être ça. Mais en fait, comment t'expliques que toi, tu t'en sors pas et on est en pleine crise, il y a l'inflation, il y a des charges qui sont, oui, des charges, mais elles sont ce qu'elles sont en fait. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, comment t'expliques que pour toi, c'est difficile
Et pour ton copain à côté, lui, il s'en sort, quoi. Et il gagne sa vie et il bosse moins que toi. Bah, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Sachez que on parlait d'ego, etc. Moi, dans mes égos, je suis très comme ça. J'aimerais renverser le système, quoi. C'est le système qui déconne, on va renverser le système. Et finalement, peut-être que pour renverser le système, il faut déjà en faire partie, comprendre les règles et les rouages, et une fois que tu es suffisamment implanté dans ton système, après, tu peux peut-être commencer à changer des choses. Mais c'est sûr que tant que tu repousses la faute sur tout le monde, et, bah, finalement, tu fais que te fatiguer, tu réussis pas. Et comme tu dis, il y a plein de boîtes finalement qui tournent très bien, malgré les charges, malgré les problématiques à recruter, enfin malgré toutes les problématiques qu'on connaît dans le bâtiment. Et donc c'est bien qu'ils ont une manière d'agir qui est différente de celui qui se plante. Et c'est vrai que moi, voilà, c'est une fois que tu as fait ce constat et que tu dis, bon, bah, ok, on va peut-être arrêter un petit peu de se battre contre le vent, quoi, et on va essayer de mettre en place les choses qui fonctionnent pour les autres, que tu te rends compte que tout de même, en fait, t'es pas face à un mur, quoi. Tu peux très bien penser. Ouais. Ouais, ça, c'est important d'aller voir ce qui... Enfin, dans ma logique, en tout cas, je trouve que c'est important d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et c'est en ça que je me suis toujours tourné vers quelque chose de collectif. Dans mon ancien métier, on est venu à un moment donné se rassembler avec d'autres entreprises de notre activité, de notre secteur d'activité. Il y a eu un groupement d'entreprises qui s'est créé. Ça nous a permis, oui, d'aller pouvoir négocier des achats. Donc, tu as l'aspect financier, mais pas que. C'est-à-dire que tous les trimestres, on allait se réunir et on allait pouvoir discuter de l'aspect commercial, de l'aspect juridique. Et finalement, on allait pouvoir échanger à 15 sur les problématiques que l'un pouvait rencontrer, qu'on allait avoir identiques chez l'autre, mais sur les 15, il y en avait peut-être un qui avait trouvé une solution, et du coup, il l'a partagé à tout le monde. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez fort, mais dans le bâtiment, très souvent, voilà, tu restes tout seul, en fait. Tu restes dans ton coin. Alors après, tu discutes avec les autres artisans, mais c'est un peu comme si il y avait une omerta, tu vois, il y a une omerta, ça vaut gros. Surtout, je parle pas des problèmes que j'ai, et surtout, je mets uniquement mes réussites en avant. Tu vois ? Parce que on pourrait dire que je suis nul, on pourrait dire que je suis un feignant, on pourrait dire que je pourrais être critiqué, et en fait, ça, j'ai pas envie. Donc, comme les autres, en fait, c'est tout le monde, et en fait, tout le monde se cache derrière ça, quoi. C'est tout le monde va mettre en avant ses réussites et va surtout ne pas parler de ses galères. Et va pas les partager. Et du coup, ça crée finalement cette ambiance où, ah ouais, mais si je commence à partager mes galères, autant, en gros, je fais plus partie du groupe, quoi. Je suis le chat noir, quoi. Donc, comme j'ai envie de faire quand même partie de ce groupe-là, parce que c'est des potes, et puis parce que voilà, c'est aussi des moments, c'est un moment social, on est tous des humains, c'est important, quoi. Du coup, je vais faire comme tout le monde, quoi. Je vais me taire sur ce que il y a aussi peut-être le risque aussi, si tu dis tu es en difficulté ou machin, on peut ne plus te faire confiance. aussi. On peut te mettre à l'écart, faire ouais, dis, je vais te donner de travail. C'est difficile dans ce monde-là de s'exprimer sur ces difficultés, quoi. Ouais, et puis tu peux avoir une difficulté, là sur un autre de travail, c'est tu as une difficulté parce que tu as un litige avec un client. Ouais. Et si tu commences à exposer ça aux autres, bon, dans tous les cas, la plupart du temps, tu vas surtout dire que c'est pas de ta faute. Tu vas jamais reconnaître ta faute. Et le risque, ça serait que si par malheur, tu reconnais que tu as fait une faute et que tu as un litige avec un client et que en gros, tu risques de ramasser, quoi. Ça va être compliqué. Effectivement, les autres risquent de ne plus te recommander vers leurs clients parce que la plupart du temps, c'est comme ça que ça marche dans le monde de l'artisanat. Bon, Geoffrey, toi, tu es encore plus dans ce monde-là. Mais c'est en gros, t'as un électricien qui rentre chez un client, la cliente elle dit moi j'ai aussi besoin d'un plaquiste, j'ai besoin d'un carreleur pour faire la faïence de la salle de bain, j'ai besoin d'un plombier. Attendez, j'ai telle ou telle personne, quoi. Et c'est comme ça, c'est par recommandation. Ouais, c'est ça. Alors on voit là les risques de pas aller chercher de l'aide ou de demander de l'aide ou de parler ou de discuter, donc ce qui empêche peut-être aujourd'hui d'aller voir des solutions d'accompagnement qu'on propose, mais c'est quoi le risque de rester seul
Par contre, ça, on le voit pas forcément. C'est quoi le risque de se déresponsabiliser, de dire que c'est la faute des autres, en tout cas, de pas voir que finalement, je suis le principal acteur de ce qui est en train de se passer dans mon métier, quoi. Ouais, là, pour moi, le risque il est multifactoriel, c'est qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'au début, c'est une problématique dans le monde de notre entreprise, etc. Mais en fait, tout le monde en pâtit derrière la famille, ce que j'ai dit tout à l'heure, fait que c'était crevé quand tu remplis le soir avec tes tables. Bah, du coup, tu vas au désagréable avec ta femme, avec tes enfants. Tu finis par t'isoler aussi, même au niveau des amis, parce que tu n'as plus le temps pour eux. Puis en fait, tu as l'impression qu'à chaque fois qu'on te demande un service, c'est une montagne, donc tu commences toi-même à finalement repousser les autres. Et tu tu parles de moi là, hein, mais tu viens de barman, quoi. C'est-à-dire que tu as l'impression que, vu que tu restes dans cette gamberge où tous les problèmes ils viennent de l'extérieur, bah, tu finis par plus faire confiance à personne, à t'isoler totalement. Et ouais, ça impacte. Et comme je dis, c'est vrai qu'il y a quelque chose sur. On ne parle pas finalement de santé mentale ou en tout cas de bien-être dans l'entreprise. Il faut serrer les dents, surtout dans l'artisanat. On serre les dents, on tape dedans et surtout on y arrive. Oui, mais en fait, c'est au moment où tu sens que tu vas craquer, que tu fais appel à quelqu'un, mais c'est jamais trop tard. Mais c'est dommage, mais ça aurait été quand même bien mieux de le faire en avant, quoi. Et de ne pas avoir besoin d'être allé dans le mur pour t'en sortir. Ouais, le risque, c'est ça. Pour moi, le risque, c'est d'aller dans le mur, en fait. C'est que tu vas dans les murs, et ce que Geoffrey, c'est que, en fait, à un moment donné, tu vas te renfermer et tu vas être de plus en plus irritable, et ça va être avec ta famille, ça va être avec tes proches, mais ça va être aussi avec tes clients, finalement. C'est-à-dire que tu vas plus être réellement ouvert à des demandes de clients. Le client, ben, ça reste un humain, il le ressent aussi en face, que t'es peut-être t'es peut-être pas sympa sur le moment, tu vois, tu l'envoies peut-être un peu chier, c'est ce qui peut arriver aussi si tu as une demande particulière. Et finalement, ben, en fait, c'est la spirale infernale, c'est-à-dire que tu vas avoir de moins en moins de boulot potentiellement aussi, quoi. Si vraiment tu vas dans ce sens-là. Ça me fait penser à toi, une problématique. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait pour moi c'était beaucoup. Et ça, seul, j'aurais jamais pu m'en rendre compte. J'avais des difficultés de communication avec mes clients, mais dans le sens où, en tant que professionnel, technicien, etc., j'ai vu un paquet de chantiers, je sais comment on fait, enfin voilà, de quelle manière on s'y prend pour faire les choses. Et du coup, je me mettais à me dire, ah, bah tiens, la prise là, il la faut à cet endroit-là. Parce que c'est comme ça, j'avais vu 50 000 fois. Et du coup, je communique pas avec le client. Je dis pas que je vais lui mettre la prise là parce que pour moi, c'est logique. Et en fait, des clients, ils disent, voilà, parce qu'il a ses propres problèmes ou il a le plus haut, enfin peu importe. Et du coup, moi, je me retrouve finalement sur les chantiers à faire des trucs, à avoir des problèmes après à régler avec le client, juste parce que je lui ai pas parlé. Je lui ai pas, j'ai pas dit derrière. La manière dont je me défends, c'est de dire, mais en fait, c'est le client, tu comprends rien. Une prise, elle est là, elle est à telle hauteur, elle est. Et en fait, bon, quand tu répètes ça 2, 3, 4 fois, tu dis, bon, peut-être qu'en fait, il faudrait que je me remette en question, quoi. Et après, là, c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais difficulté à communiquer parce que j'avais peur de déranger mon client. Et alors qu'en réalité, je le dérangeais surtout quand je faisais pas ce qu'il attendait de moi, quoi. Mais ça, si j'avais pas quelqu'un en face de moi qui me permettait de prendre ce recul et de voir les choses sous cet angle-là, à mon avis, je serais toujours en train de répéter la même bêtise, quoi. Yeah. Ok, donc les enjeux finalement, c'est professionnel par rapport à l'activité de la boîte, mais c'est aussi extra-professionnel, c'est-à-dire l'environnement qui peut en bâtir. Si on continue, alors c'est vrai que j'en entends certains pour en côtoyer pas mal qui disent ouais, mais il y en a qui ont réussi comme ça, ils se sont donnés l'âme comme ça, ils y sont arrivés, donc il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Bon, sauf qu'aujourd'hui, le monde n'est plus celui qu'il était de ceux qui ont 60, 70 ans et qui ont réussi dans le bâtiment. C'est plus du tout la même chose. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, justement, permettrait à ces artisans qui ont des problématiques, que ce soit métier, gestion d'entreprise, communication, enfin tout ce qu'on a balayé, qu'est-ce qui permettrait à ces artisans de passer à autre chose, de prendre la distance? C'est quoi la clé, c'est quoi le levier en fait qui leur permettrait de basculer sur un autre mode de fonctionnement? Bah, déjà, la première des clés, c'est comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça déjà. En fait,
C'est ça qui est important, quoi. C'est comprendre pourquoi à chaque fois qu'un client te fait une remarque, tu te mets en colère. Comprendre pourquoi tu dis oui, tu réponds à tous tes clients et tu dis oui, oui à chacun. Et du coup, ça te met dans une merde pas possible parce que t'es pas capable d'assurer derrière. En fait, c'est tout ça, quoi. Et là, je vais faire l'avocat du diable. Je suis un artisan et je te dis, parce que je suis fatigué, parce que je bosse trop, parce que je me lève le cul comme ça et que... Ouais, bien sûr. Bah ouais, t'es fatigué, tu bosses trop. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu bosses trop, en fait? Pourquoi tu bosses trop? Et je pense qu'en fait, il faut que l'artisan soit amené à se poser les vraies bonnes questions sur son mode de fonctionnement. Et pas uniquement rester dans tout ce qu'il peut voir ou entendre dans ce monde-là. Et pour ça, nécessairement, tu as besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui soit finalement quelqu'un qui te comprenne, qui comprenne d'où tu viens, ce que tu vis, mais qui soit en mesure du coup d'être quand même détaché de ce que tu vis réellement toi sur le moment pour pouvoir te poser les bonnes questions et que tu viennes à comprendre ce qui fait que tu fais telle ou telle action, que tu réagis de telle ou telle manière. Et tous ces mécanismes-là qui t'emmènent finalement vers cette spirale, quoi. En fait, on est toujours dans une orientation solution, c'est-à-dire là, bah oui, je travaille trop, donc il faut que je trouve des solutions pour travailler moins. En fait, on se pose jamais la question de savoir est-ce qu'on aurait un intérêt finalement à travailler trop. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant finalement pour moi, pour l'ego, de travailler trop. Et en fait, bah voilà, c'est ce qu'on voit après dans le coaching, etc. Mais je trouve que c'est ces questions-là qui sont les vraies questions et qui finalement vont te permettre de trouver les leviers de changement. C'est-à-dire que tant que finalement tu trouves quelque chose de bénéfique pour toi de bosser trop, tu peux prendre le poil dans tous les sens, tu vas jamais t'arrêter. Parce que comme tu dis, dans le bâtiment, on a cette chance-là, c'est que le boulot, il tombe du ciel, mais quasiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes pour finalement peu d'offres. Donc trouver du boulot, c'est pas le problème. Par contre, prendre du recul, etc., ça c'est le problème. Et pourquoi on le fait pas? Comme tu dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être taxé de branleur. Des fois, il y a aussi un problème, c'est que finalement, ça peut même être la vie de famille. Ça se trouve, des fois, tu te plonges dans le travail pour éviter des problèmes qui sont à l'extérieur. Et que tout ça, si tu te les poses pas, ces questions, tu réponds jamais et tu continues à répéter le même schéma. Ouais, bien sûr. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a des réponses très techniques à tout ça, ce que la plupart pourraient penser qu'on apporte. Bon, ok, du process. Donc, par exemple, par rapport à ce que tu disais, se poser les bonnes questions. Mais du coup, ok, je me mets en colère parce que je suis fatigué, mais je suis fatigué parce que j'ai pas les bonnes personnes, j'ai pas les bons collaborateurs, ou alors parce que j'ai pas les bons outils, ou alors parce que si, enfin bref, des tas de raisons extérieures au final. Là, tu viens de parler justement de bénéfices secondaires. Donc, première question à se poser, c'est est-ce que j'aurais un intérêt à fonctionner comme ça, mais de pas me regarder, ok. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose là, pour le coup, de plus personnel et qui est peut-être à l'opposé du fonctionnement du monde artisan, c'est-à-dire finalement, quand tu parles de comment je fonctionne, qui je suis, pourquoi je fais ça, pourquoi je fonctionne comme ça. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui pourrait être intéressant dans le monde artisanal? Tu as eu un coach labellisé au Devi, donc qui est venu sur des aspects très techniques. Au début, ouais. Au début, et après? Et après, justement, c'est ça, c'est quand on a commencé on a mis en place des outils, et puis on s'est rendu compte, il y avait un petit peu de changement. Au bout d'un moment, il y en avait plus, où il y avait, un stage stagné. Et là, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de relations, j'avais des problèmes sur plein d'autres domaines qui n'étaient pas techniques, et où là, il n'y avait pas de réponse technique à apporter. Et c'est là qu'il a abordé avec moi le coaching que je ne connaissais pas. Et alors, ouais, des fois, tu prends des claques quand même, parce qu'il y a un côté... quand tu comprends que le problème il est très personnel finalement, et que tu vois le monde d'une certaine manière par ton éducation, mais qu'en fait ça t'appartient vraiment à toi, quoi. Et que du coup les choses peuvent être différentes. Enfin, bon, c'est une ouverture d'esprit qui secoue pas mal. C'est pas toujours agréable, mais par contre derrière, ouais, c'est hyper libérateur. Et
Et voilà, pour moi, ouais, c'est ce qui m'a amené du coup maintenant à faire du coaching pour Nen, mais c'est ça que j'ai finalement le plus aimé dans mon accompagnement que j'ai suivi. C'est ce côté dire putain, en fait, je suis capable de beaucoup plus que ce que j'imagine, mais parce qu'il y a des choses qui sont internes, des blocages internes qui me limitent, et alors ouais, c'est du genre de dire bah ouais, il faut que je me sépare de ça. Du coup, ça t'as vraiment l'impression, mais finalement derrière, tu peux faire autre chose, ça t'ouvre des voies, quoi. Ouais, de ce que dit Geoffrey, moi c'est ça que j'ai en tête, c'est en gros, on a beau te donner les outils pour avancer, ouais, peut-être que tu vas avancer un peu, mais si finalement t'as pas compris pourquoi, en fait, qu'est-ce qui fait que t'es mis dans cette merde-là aujourd'hui? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui fait que t'es pas allé les chercher, ces outils? Ok, je te donne les outils. Mais du coup, si t'as pas compris pourquoi t'en étais arrivé là, t'auras beau avoir les outils, tu vas revenir au point de départ, en fait, à un moment donné. Parce que j'aurais beau te donner les outils d'avoir la meilleure organisation du planning et respecter des séquences, on va dire, de travail. Si ton problème, c'est que tu sais pas dire non à ton client, bah, en fait, à un moment donné, tu vas subir la pression des clients et tu vas commencer à désorganiser ton planning. Et tu vas revenir au même point de départ. Et tant que tu n'auras pas compris, en fait, qu'est-ce que tu viens combler ou nourrir chez toi en répondant à tous tes clients, en disant oui à tous tes clients, et ben, tu seras bloqué dans cette situation-là, quoi. Et en fait, c'est ça, tu vas continuer à tourner en rond. Oui, il y aura du mieux pendant un moment, mais tu vas revenir au même point de départ. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est ce que tu connais depuis toujours. C'est là où tu es confort, entre guillemets, même si c'est pas confortable de travailler 80 heures par semaine. Et c'est ce que tu sais faire. Donc, est-ce que finalement, changer, est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté, bah, ça fait peur, quoi. Qu'est-ce qui va m'arriver si je change? Parce qu'aujourd'hui, en fait, déjà, je fais ce que je sais faire, mais ça fonctionne pas. Mais si demain, je fais quelque chose qu'en plus de ça, je ne maîtrise pas, donc déjà, je n'ai pas forcément l'hyper confiance d'y aller, qu'est-ce qui va se passer pour moi, quoi? Autant, voilà, Donc, là, après, ben, il y a t'as toute une mécanique qui se met en place dans la tête, c'est, ouais, je me fais tous les scénarios possibles et imaginables, quoi. Pour donner un exemple concret de ça, là, moi, je vois, j'avais vraiment un problème avec l'argent. Moi, je viens d'un milieu familial où tout est dans l'entraide. On s'entraide beaucoup, on largue à tout le monde, etc. Et du coup, moi, je monte mon entreprise et je reste dans la même gamberge. Donc, du coup, le client qui me demande une prise en plus, un truc en plus, machin, je faisais beaucoup de cadeaux. Et finalement, sans même le dire, c'est-à-dire que je disais même pas au client que j'avais fait quelque chose en plus pour lui, que je lui facture pas. Alors après, derrière, quand le client vient me dire qu'il n'est pas content pour tel ou tel problème, ça peut gêner parce que avec tout ce que je lui ai donné, en plus, il se permet de critiquer, etc. Mais le mec avait pas conscience de ce que je lui avais donné, je n'en ai pas parlé. Et après, pareil, je me dis, j'arrive pas à gagner mal, mais c'est normal, je chiffre pas au bon prix. Mais parce au départ, le problème, c'est pas le client qui veut pas payer, c'est moi qui, de toute façon, fais des devis trop bas parce que, quelque part, j'ai peur de l'argent. Et ben ça, c'est en questionnant là-dessus et en comprenant qu'en fait, le problème, c'était vraiment un problème personnel, c'était moi et ma relation à l'argent, qui m'a permis après de réajuster, de mettre des prix qui sont en cohérence avec le marché, de pouvoir les justifier. Parce que pareil, au début, je faisais tout au pifomètre, quoi. C'est-à-dire je chiffrais en fonction des collègues. Mais quand j'ai compris qu'en fait, ouais, j'ai une société, j'ai un sac à dos, il faut porter le sac à dos, il faut porter les charges de l'entreprise, et du coup, mon prix doit être en relation avec ça. Ça a vachement facilité, du coup, ma relation. Enfin, après, tous les trucs techniques dont on a parlé jusqu'à maintenant. Mais à la base, le problème, il n'était pas technique. Le problème, il était vraiment personnel. C'était ma relation. Alors. Et puis là, dans ce que tu dis, tu t'aperçois que tu as un problème, c'est quand on te dit, attends, mais le prix marché, c'est ça. Tu dis non, tu vas trouver plein d'excuses, tu vas résister, parce qu'au final, c'est quelque chose de très personnel. Et là, on est en train de dépasser la sphère métier, la sphère professionnelle. C'est vraiment, on est sur l'aspect humain, quoi, sur l'aspect personnel, qui est à l'origine de beaucoup de problèmes en fait qu'on peut rencontrer après dans sa vie, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, parce que évidemment c'est dans tous les secteurs. On fait un zoom là sur l'artisanat, mais pareil, pour toi, Laurine, si
enfin, tout ce que tu as découvert après, parce que tu as commencé à te former, tu avais déjà quitté. Qu'est-ce que ça aurait pu t'éviter ou qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ça m'a évité plein de choses. En l'occurrence, moi, les 2 dernières années où j'ai travaillé, donc mon frère n'était plus dans l'entreprise, on avait vendu l'entreprise. Donc j'ai été directeur salarié pendant les 2 dernières années. Là, j'ai vraiment mis la tête sous l'eau et je me suis retrouvé dans la situation où finalement je gérais beaucoup de choses pour les autres parce que c'était pas fait à temps, parce que mais du coup j'avais à ce moment-là une problématique de management et je me suis rendu compte après coup, en fait, je faisais tout ça pour eux parce qu'en fait j'avais très peur d'une part d'être rejeté, qu'ils m'abandonnent, c'est-à-dire qu'ils quittent l'entreprise et que tout s'effondre et que je me retrouve tout seul à devoir tout gérer et devoir me retrouver dans une situation qui est vraiment prisonnier de l'outil que j'avais créé qui était censé me libérer. Et quand tu ressens ça, tu restes dans ton mécanisme et du coup tu bosses plus. Et c'est là où j'ai commencé à faire de plus en plus d'heures. Et j'ai commencé, non pas à me désorganiser, mais à ne plus traiter ce qui était important, mais traiter uniquement les urgences et faire comme disait Geoffrey, c'est-à-dire faire le pompier, quoi. Éteindre le feu. Et à partir de là, quand je me suis retrouvé dans la situation où j'étais uniquement en train d'éteindre le feu, j'ai complètement perdu le sens. J'avais plus de sens à aller bosser, en fait. Je me faisais plus plaisir. J'avais plus l'impression d'avoir une valeur ajoutée. Et à partir de là, clairement, je suis passé proche du burn-out. J'ai réussi à faire le pivot et je pense que c'est mon mental que je tiens de ma carrière quand j'étais jeune, ma carrière de sportif de haut niveau, qui m'a permis à un moment donné de dire stop, là, fais ta pause et regarde ce qui se passe, analyse les choses. Et c'est uniquement à ce moment-là que j'ai pu prendre un peu de recul. Mais n'empêche que j'avais pas encore travaillé. Finalement, je n'avais pas encore travaillé sur les vraies questions qui me concernaient. Et je l'ai compris après. Et je pense que si j'avais été accompagné par un coach au moment où j'étais en train de vivre tout ça, et ben en fait, peut-être que je serais encore dans cette entreprise-là. Peut-être que j'aurais continué, peut-être que j'aurais pris un autre chemin, mais peut-être que je n'aurais pas pris la décision aussi radicale de partir. Yeah. Ouais, parce que la situation finalement dans laquelle ça t'a entraîné, c'est le Vardos, quoi, du milieu, enfin, du système de l'entreprise. Ok. Donc, au final, c'est quoi là? On est en train de dire le principal levier. Là, c'est au final, peut-être que le souci qu'on arrive à voir dans le métier, qui est problème de temps, problème d'argent, etc. Donc, c'est peut-être d'un manque de maîtrise technique. Et ce manque de maîtrise technique peut être aussi entraîné par quelque chose de très personnel. Donc là, tu parlais de quelque chose que tu voulais éviter, d'être rejeté, de toujours faire partie du groupe. Ouais. Et ça, en fait, c'est ce que tu as vu après dans la formation. Tu as compris pourquoi c'était ça et que finalement, c'était quelque chose de très personnel et que ça te concernait toi, quoi, au final. Ah ouais. Bah, sur le moment, c'est là où il y a un décalage, c'est que sur le moment, quand j'y étais, quand je vivais ça, je me disais, je suis pas assez organisé. Moi, je suis dans l'organisation, donc je me disais, je suis pas assez organisé. Il faut que je continue d'organiser ce truc-là. Oui, c'était vrai. Il y avait besoin d'avoir des outils différents parce que la boîte grossissait et qu'il y avait des besoins différents. Mais il n'y avait pas que ça. Et aujourd'hui, pour moi, la sensation que j'ai, c'est que ce qui existe sur le marché pour accompagner les artisans, les quelques petites choses qui existent sur le marché pour accompagner les artisans, c'est des outils. On propose uniquement les outils. Mais les outils, en fait, on solutionne uniquement le problème de surface. Mais si on ne s'attaque pas au problème
qui est plus profond et qui est un peu plus à la racine, t'as beau avoir les outils en surface, en fait, à un moment donné, tu seras plus en mesure de les utiliser correctement. Et c'est en ça que c'est important, justement, d'aller sur un accompagnement global où on accompagne l'humain. Parce que, en fait, à un moment donné, tout part de là. Tout part de toi, au départ. Et t'as beau avoir les outils, si t'es pas en capacité de les utiliser, parce que c'est compliqué pour toi, et bah tu vas pas l'utiliser, quoi. Tu vas rester dans ce que tu sais faire. Ouais. Tu auras autant de problématiques à utiliser les outils aussi sophistiqués qu'ils soient que finalement les problèmes que tu rencontres. Tu verras peut-être même pas l'intérêt. Ou en tout cas, si tu vois pas l'intérêt, tu vas t'inventer quelque chose pour te dire non, faut pas que j'aille voir ça, ça va me faire perdre du temps. Ouais, c'est là. Je suis débordé, j'ai pas de temps. Si je vais voir ça, je vais encore perdre du temps, donc je vais être encore plus débordé. Ben ouais, mais en fait, non, là, il faut d'abord que tu comprennes pourquoi tu réagis comme ça et pourquoi en fait ça te fait peur d'aller vers ça. Mais bon, là, pareil, c'est faire l'avocat du diable, j'ai employé un mot un peu qui se dit dans le milieu, mais c'est pas du tout péjoratif, mais ça, c'est un truc de gonzesse. C'est la psychologie, quoi. Ouais, ça, c'est sûr qu'il y a Jacques a priori là-dessus. Enfin, moi, le premier, hein, je suis pas forcément. Enfin, j'étais pas. Je garde plus que j'étais parce que j'ai quand même évolué un petit peu là-dessus, mais ouais, c'est exactement ça. Pour moi, c'est d'aller voir un psy, d'aller voir un coach, d'aller voir. Enfin, c'est ça, là. Toi, t'as des problèmes? T'as quoi comme problème? Ouais, c'est plus simple, en plus. Tu dis non, puis c'est terminé, fais tout ça, c'est fini. C'est simple. Il n'y a pas de problème. Tu crois que mon père n'est pas mon grand-père, machin, ils avaient dû voir un psy? Ben non, ils faisaient, puis c'est tout. Mais bon, une fois que tu as goûté, que tu te dis, pourquoi les sportifs de haut niveau, tu parlais de sport de haut niveau tout à l'heure, pourquoi eux, ils seront accompagnés? C'est-à-dire que si Teddy Riner, il se fait accompagner, c'est quelqu'un que ça lui apporte, quoi, tu vois. Mais à mon avis, nous, dans le milieu du bâtiment, c'est pas un train qu'on a le retard. On n'a encore rien compris là-dessus, quoi. C'est-à-dire que si ça marche pour les sportifs de haut niveau, pourquoi ça marcherait pas pour les chefs d'entreprise? À côté de quoi on passe quand on est dans ce rejet un peu, dans ce refus, à côté de quoi on passe finalement? Voilà. Tu vois, tout à l'heure, je disais, ce qui motive souvent à se mettre à son compte, c'est la liberté. Tu cherches de la liberté. Mais en fait, tant que tu te connais pas, la liberté, tu n'y as pas accès. Parce que finalement, tu es bloqué dans ta propre prison, dans ta propre cage, de ton propre modèle du monde. Et en plus, t'en souffres, quoi. C'est compté. Alors qu'une fois que tu as appris sur toi, je ne veux pas dire que les choses sont simples, hein, tu as toujours les mêmes problématiques. Mais au moins, tu les vois et tu sais les analyser. Et derrière, tu décimes. Pour moi, elle est là, la liberté. Tu choisis d'être dans ton ego ou pas. Mais tant que tu n'y as pas mis le mais, Parce que c'est pas magique en fait. Il y a pas de. Ah bon, donc j'achète un coach et en fait ça règle pas ma vie. non. C'est l'arnaque, c'est de l'escroquerie ce truc. Ouais, non. Ouais, tu reprends la main sur ta vie, quoi. C'est toi qui deviens l'acteur, finalement, au lieu d'être juste en train de subir ta vie, quoi. Ouais, donc du coup, c'est pas. Non, je fais exprès, hein, mais je pousse au bouchon. Mais donc en fait, ouais, j'achète ça. J'ai aucune garantie que ma vie sera apaisée, sera sereine, Aucune garantie, par contre, ça deviendra ton choix. C'est pas un médicament. C'est pas. D'accord. Ok. En fait, maintenant, c'est toi qui choisis. Si tu veux une pourrie, tu peux, mais tu le sais, et du coup, tu le choisis. Ah, donc ça me redonne le choix, quoi. Voilà, ça te redonne la main. Ouais, non, il n'y a pas de pilule Maïx, là. Je connais personne qui a pas de peut-être dans Matrix, là, je sais pas. C'est dommage. Ouais. Bien. Est-ce que l'un d'entre vous aurait quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas dit d'important? Des choses à rajouter, on pourrait y passer la journée entière. Ouais. Bon, il y aura peut-être d'autres sujets plus précis et plus focus. C'était une première sur le monde de la réalisation en bâtiment. Non, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, tout part de la personne. Et que tu sois artisan solo ou que tu sois dirigeant d'une entreprise du VTP avec peut-être 5, 10, 15 salariés, à un moment donné, tu vis des choses.
Et je pense que si tu apprends à te connaître et que finalement tu poses les bonnes questions, tu peux vivre des choses de manière un peu plus authentique aussi et moins camouflé derrière tous ces masques et ces images en fait. C'est-à-dire que très souvent là, ce qu'on peut voir c'est que l'artisan il a une image quand même à donner, à montrer, et que en fait le fait d'être camouflé derrière ce masque, derrière ce costume, en fait potentiellement il se respecte pas quoi. Et s'il se respecte pas, en fait à un moment donné ça peut pas marcher quoi. Ouais, je vois. Ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, quand tu te fais accompagner ou quoi, finalement, c'est un truc de mondaise. Est-ce que finalement, c'est pas quand tu décides de rester bien caché derrière ton masque que t'es en réalité une mondaise, toi? Et que, c'est-à-dire finalement, le courage, est-ce que c'est pas un petit peu de voir les choses en face, quoi? Ouais, c'est sûr, hein. Je pense que en fait effectivement la croyance de demander de l'aide, c'est que je suis faible. Non, en fait, la plus grande faiblesse, c'est de ne pas oser ne pas oser avouer que on a besoin d'aide, quoi. Elle est là, le point faible, en fait, il est là. Ouais, il est ça, puis il y a Conrad, en fait, tout part de la personne, tout part de toi. Après, là, on part du milieu du bâtiment parce que c'est notre secteur. Mais en fait, c'est vrai parcours. La première chose, pour moi, ça devrait être appris à l'école. Tu devrais apprendre ça à l'école, mais tu devrais apprendre à te connaître tout petit. Et après, tu en fais ce que tu veux. Mais au moins, tu as les clés. Mais il y a quand même le monde du BTP, le monde des artisans, c'est quand même un monde à part dans le monde de l'entreprise. Pour avoir quand même du réseau dans le monde de l'entreprise, le coaching du dirigeant, c'est quelque chose qui est quand même assez implanté. C'est quelque chose qui est assez connu, qui est beaucoup utilisé, et les chefs d'entreprise le voient vraiment comme un levier pour les débloquer et les amener vers de la performance. Ça leur permet d'avancer, quoi. Et le monde du BTP, il y a vraiment cette pression un peu sur le fait que non, c'est pas pour nous, quoi. Nous, on est des hommes, on est des vrais, on est des costauds. Et alors qu'en fait, pourquoi les plus grands chefs d'entreprise se font préparer finalement comme on peut préparer un athlète à gagner aux Jeux Olympiques, quoi. Le coaching du dirigeant, on peut aussi le voir comme la préparation mentale du dirigeant. Et pourquoi on prépare mentalement un athlète à être au top? Chef d'entreprise, il n'a pas besoin d'être au top tous les jours. C'est l'incohérence là que je relève, c'est ça, quoi. Et que, enfin, à un moment donné, vu tout ce que tu as à gérer, vu tout ce que tu dois faire, et vu comment c'est complexe, en fait, autant que tu sois à ton top niveau, quoi. Donc, s'il y a des choses qui te bloquent mentalement, il faut avancer dessus. Et pour ça, il faut te faire aider d'un coach, quoi. C'est sûr que dans le bâtiment, on est tous en recherche de performance, mais on n'applique pas les outils qui sont finalement au cœur de la performance. Comme tu dis, mais bon, sport d'un niveau, tous les mecs qui finalement cartonnent, mais ces outils, ceux qu'on accompagné, bien apportés, qui ne peuvent pas avancer seuls, et ils sont entourés. Quand tu sais qu'aujourd'hui, 30% de la performance d'un sportif, elle est mentale, en fait, si tu le transposes sur le monde de l'entreprise, l'artisan, le chef d'entreprise du BTP, en fait, pourquoi il n'arriverait pas justement à être 30% plus performant en se faisant aider mentalement? Ouais, justement, en ayant cette prise de recul, en se connaissant, la connaissance de soi. Ouais. Parce que ça améliore les relations, parce que ça améliore aussi ton bien-être quand même. Je veux dire, même si ça t'empêche pas d'avoir des problèmes et des difficultés et des tuiles qui te tombent sur la gueule, t'es un peu plus armé pour faire face, parce que du coup tu vas avoir le stress qui va un peu moins monter, ça va s'équilibrer, tu vas avoir plus de ressources pour gérer la situation, donc c'est autant de bienfaits que mettre non négligeable. Oui, quand si par exemple pour partir au quart de tour, sur une échelle de 0 à 10, je partais à 2, et ça aurait pu 7, 8, 9, quoi. Ça va pas m'empêcher d'aller avoir des excès de colère de temps en temps, mais
ils sont quand même beaucoup moindres. Ouais. Et en plus de ça, il y a derrière, avec le prise de recul, tout de suite, de dire, encore une fois, je ne suis pas à voir, je suis dans mon mécanisme, il connaît le truc. Mais alors qu'avant, je pas du tout. Ouais. D'ailleurs, ouais, tu vois pas, donc du coup tu subis, parce que tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qui arrive, et du coup bah du coup forcément bah, si t'as pas conscience de ce qui se passe, bah, du coup tu peux pas changer, tu peux pas faire autre chose que ce que tu sais faire, et ça c'est une boucle d'obétroaction en fait positive qui ne fait que t'enfermer encore plus dans le problème, quoi. Alors je veux juste rebondir sur un exemple que tu as donné tout à l'heure. Et c'est là où tu te dis qu'un comportement que tu as aujourd'hui peut t'amener la double peine dans ce que tu fais au quotidien. Le coup de la prise, c'est en gros, je communique pas, donc je communique pas avec ma cliente pour savoir si elle veut mettre sa prise. Donc du coup, elle, bah forcément, quand je lui ai posé sa prise au mauvais endroit, elle était pas contente, d'accord? Mais du coup, en fait, tu vas perdre de l'argent à ce moment-là parce que du coup, tu vas devoir repositionner la prise, d'accord? Et en plus de ça, potentiellement, tu vas te brouiller avec le client et tu vas laisser une mauvaise impression. Et donc, potentiellement, elle va pas te ramener d'autres clients. C'est ça. Donc, c'est encore une fois, c'est la double peine. Juste pour ne pas avoir osé communiquer ou se dire, finalement, rester renfermé sur soi-même, et pas communiquer, pas échanger. Bah, et à chaque fois, c'est déjà sur ne serait-ce que le problème de communication, enfin ce point-là, sur des comportements de communication, et c'est des doubles peines, mais à des niveaux que tu n'imagines pas sur le moment, parce que tu n'es pas du tout là-dedans. Et ce qui est drôle, c'est les paradoxes dans lesquels tu es. C'est-à-dire que moi, finalement, ce qui motivait mon besoin de ne pas communiquer, c'était de ne pas aller en conflit, de ne pas avoir un échange compliqué avec le client. Enfin, et en fait, du coup, je préparais finalement les conditions pour aller sur un vrai conflit. Et, et donc, voilà, en fait, en essayant d'éviter, je crée ce qu'il faut pour tomber en plein dedans. Et alors après, derrière, bah oui, par contre, je me défendais. Hein, donc là, comme c'était la faute des autres, c'était pas pareil. Après, je pouvais devenir même très agressif. Alors qu'à la base, moi, tout ce que je veux, c'était juste faire ma journée de boulot tranquille, rentrer chez moi le soir et pas avoir à prendre la tête. Et en fait, tu me dis, bah, c'est vrai que là, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est complètement con. Ça m'aurait tenu 5 minutes au téléphone d'appeler la cliente en lui disant, la prise, je vous la mets là ou je la mets là. Et je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi, maintenant, j'ai un peu de recul, mais voilà, pour ne pas faire ça, pour éviter ça, je me retrouvais à me prendre la tête en fin de chantier. Ouais, sur la prise que tu offres, la prise que tu offres. Ne pas dire à ton client que tu lui offres quelque chose en espérant qu'il va le deviner et qu'il va te remercier de ça, et alors que lui, il a peut-être vu quelque chose d'autre qui coinçait sur le chantier. Cette problématique de communication, elle est, mais en fait, hyper importante dans le bâtiment. Moi, j'ai souvenir de me prendre la tête avec un artisan sur une facture qu'il me livre, où je suis pas OK parce qu'il me facture j'ai vu qu'il me facturait quelque chose qu'il n'avait pas fait, et où finalement on se met autour de la table, on communique, et je dis, attends, pourquoi tu m'as facturé ça là? Et il dit, ah oui, bah oui, je me suis trompé, je te l'ai mis, mais à côté, il me dit, mais ça, par contre, ça, je t'ai pas facturé, ça, je t'ai pas facturé. J'ai dit, mais du coup, si tu me le dis pas, je sais pas. Je sais pas que tu me fais un cadeau. Je sais pas que tu es en train de m'arranger. Et du coup, en fait, on est en train de se prendre la tête, alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais, enfin, tu vois, et finalement, ne serait-ce que juste ce point-là, la communication, c'est la source de multitude de problèmes sur le terrain. Tout à fait. Et là, on est en train de parler de ça, mais ça peut être l'inverse. Hein, au contraire, je peux aussi avoir une personnalité qui fait que je fais pas plus. Je fais juste ce qu'il faut. Je peux être plutôt dans la restriction que plutôt dans le don. Exactement pour la même mécanique, mais pour d'autres raisons qui me sont très personnelles. Je prenais l'exemple tout à l'heure de nomenclature dans cette boîte où, au final, ça posait des problèmes. Donc, chaque année, c'était moins 40 sur le bilan, moins 50. Sauf que là, il y avait un des dirigeants qui était censé protéger, enfin, censé être chargé de l'aspect financier.
Et par souci de sécurité, puisqu'il s'était donné la mission de protéger ses associés, ne leur en ont pas parlé. À la fin, tu te retrouves avec moins de 200. C'est un peu plus compliqué à gérer, mais un peu plus compliqué à maquiller quand tu fais moins de 100. Mais par souci de maintenir tout le monde au flot, que tout le monde continue à travailler, que personne s'inquiète, que personne ne lâche le navire, par peur aussi justement d'être soi-même aussi quelque part rejeté et autres, eh bien je vais être amené à faire des choses, à avoir des comportements qui sont complètement inadaptés et qui vont ne faire que creuser le problème. Ouais, j'ai vécu moi ça. J'ai vécu ça dans ma boîte. On a eu, quand on était racheté, forcément, à un moment donné, quand tu es racheté, il y a des flux d'argent qui remontent sur les holdings pour payer des crédits. Et c'est logique. Et en fait, on s'est retrouvé dans un moment où on avait beaucoup de chantiers publics qui nous payent avec des délais qui sont juste insupportables pour les boîtes. Ça, de toute façon, c'est un fait. Mais du coup, on s'est retrouvé dans des problématiques de trésorerie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi affoler tous mes gars? Parce que surtout pas qu'ils s'en aillent. Parce qu'en plus de ça, pour moi, la mine d'or, c'est l'humain, c'est tous ceux qui bossent dans la boîte, qui sont en plus de ça sollicités régulièrement par les concurrents pour être débauchés parce que un technicien dans ce monde-là, il n'y en a pas beaucoup et du coup, ça a une valeur importante. Je me suis retrouvé finalement à cacher ça aux autres, à ne pas inquiéter je me suis dit, il ne faut pas que j'inquiète tout le monde, donc je ne vais pas leur dire qu'on a des problèmes de prends sur la charge de la responsabilité. Je prends en charge, il y a juste mon assistante de direction qui est au courant, et en gros, la pression, c'est, en fait, les gars comprenaient pas trop pourquoi finalement on mettait plus de pression qu'auparavant pour récupérer les chèques chez les clients, pour faire rentrer de l'argent, pour repousser un investissement sur un autre outillage, des choses comme ça. Et en fait, je me rends compte que ils s'en sont quand même rendus compte. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu essayes de cacher les choses pour essayer de préserver les autres qu'ils s'en rendent pas compte. Et justement, le pire, c'est que ils le prennent mal quand ils se rendent compte que tu leur caches quelque chose. Parce que du coup, tu viens rompre la confiance qu'il y avait. Donc là, il faut renouer le dialogue. Mais en fait, au plus tu es authentique et au moins tu caches les choses, en fait, tu peux dire à tout le monde, oui, là, on est un peu dans la merde. Mais est-ce que ça dit qu'on essaye de s'en sortir tous ensemble? Et la plupart du temps, en fait, ça marche. Par contre, si tu caches à tout le monde que la boîte elle va mal, le jour où il découvre, la plupart du temps, là, il s'en vont. La nature a horreur du vide, hein, donc c'est vrai aussi pour nous en tant qu'être humain. Donc si tu caches et qu'il n'y a pas l'information, il va falloir que tu mettes du sens. Donc du coup, si tu n'as pas le vrai sens en fait à faire l'effort, à faire des heures, à aller chercher les chèques, etc. Toi, quand tu es collaborateur, que tu n'as pas l'info, tu vas dire, putain, le patron il est pince, le patron c'est ci, le patron c'est là. En fait, tu vas trouver du sens finalement, alors qu'il ne va pas du tout dans le bon sens, à faire ou ne pas faire la tâche qui t'est incombée, qui t'est injectée, quoi. Donc du coup, c'est pas très bon non plus quand ça tourne dans ce sens-là, quoi. Ok. Alors on précise quand même que les expressions familières qu'on a utilisées dans ce podcast ont été faites exprès et qu'on a de plus en plus de femmes dans le bâtiment et c'est super. Voilà, c'est des façons de parler dans le milieu qui sont utilisées et qu'on a repris exprès pour jouer un petit peu le rôle et faire comprendre justement à ceux qui regardent cette vidéo qui peut-être ont ces mots, ce que ça peut engendrer, ce que ça peut générer et peut-être comment le coaching, l'accompagnement pourrait les aider. Voilà, en tout cas, comme sujet d'introduction du bâtiment au plaisir de faire notre cash coach avec vous sur peut-être un sujet plus précis du bâtiment, on verra en fonction des demandes que l'on a, si on peut appuyer sur certaines choses, peut-être l'humain, peut-être un outil technique, voilà, parce que c'est un ensemble de choses quand même. Ouais, bien sûr. C'est du savoir-être et du savoir-faire à tous les niveaux, quel que soit le secteur. C'est un secteur qui souffre un peu de ça, mais comme le sport en a souffert dans les années 2000. Hein. Les premières fois, c'était je suis un sportif, c'est à moi d'être performant. Si j'ai pas le mental, je vais pas être là. Enfin, bref, voilà. Donc il y a certains secteurs qui ont un peu plus de mal à y venir.
Et donc on est là pour ça, et dire que ça se passe très bien, même si quelquefois ça peut piquer un peu. Ouais. Voilà, c'est un peu musclé, mais c'est pas grave. Ça fait avancer et surtout les bénéfices ne sont pas que pro, mais aussi personnels. Ouais, puis tu vois, l'avantage que je trouve justement au débit et l'écosystème dans lequel on est, c'est qu'on mélange plein de profils différents. Et justement, il y a pas mal de sportifs de niveau chez Omni, il y a pas mal de gens qui sont dans l'entreprise, qui sont dans d'autres secteurs. Et nous, ça nous permet d'échanger et pas rester dans notre microcosme de bâtiment, etc. Et de se rendre compte que, ce que tu disais tout à l'heure, quand il faut aller voir ce qui se passe ailleurs et que ça marche, là, on le voit, ouais, que le coaching, ouais, c'est pas un truc. Enfin, je veux dire, dans plein de secteurs, c'est appliqué, et dans plein de secteurs, ça porte ses fruits. Donc, bon, il n'y a pas de raison que chez Ebo, dans le bâtiment, on ne puisse pas un petit peu imprégné de ça. Ouais, tout ça. Eh bien, merci messieurs pour cet échange riche et voilà, qui présente un peu la situation des entreprises artisanales du bâtiment. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous avez en description les liens vers les pages spécifiques de Laurine et Geoffrey. Découvrir voilà, un peu plus précisément qui ils sont, ce qui les a amenés à tout ça, et puis ce qu'ils proposent aussi. Vous pourrez prendre rendez-vous directement avec eux si voilà, quelque chose vous a accroché dans tout ce qu'on a dit. Merci pour votre écoute et à la prochaine pour un Cash Coach.